Des années après l'avoir quitté, le PDG millionnaire entra dans son café. Sa fille leva les yeux et dit « Papa ». La pluie tambourinait doucement contre les vitres du petit café en bord de mer, peignant le verre de filets argentés. À l'intérieur, le bourdonnement chaleureux des conversations et le parfum du café frais créaient un refuge paisible contre la tempête. Une clochette au-dessus de la porte tintait doucement à chaque fois qu'un nouveau client entrait, secouant l'eau de son manteau et s'installant dans l'espace douillet. Derrière le comptoir, Chloé se déplaçait avec une aisance maîtrisée, tenant en équilibre un plateau de boissons tout en offrant des sourires fatigués, mais sincères aux habitués. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval lâche, des mèches s'échappant pour encadrer un visage qui portait plus de fatigue que ses 26 ans ne devraient le permettre. Pourtant, il y avait quelque chose de doux dans ses yeux, quelque chose qui adoucissait même les journées les plus difficiles. À une petite table près de la fenêtre était assise une petite fille aux cheveux blonds bouclés et aux grands yeux bleus. Une boîte de crayons était étalée devant elle. Jessica, 4 ans, fredonnait en coloriant un tournesol au milieu d'une tempête. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers sa mère, la regardant avec une curiosité tranquille. Dehors, la pluie redoublait. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant cette fois entrer un grand homme dans un costume gris foncé, mouillé sur les bords à cause de l'averse. Il se tenait avec une assurance calme, du genre qui naît dans les salles de réunion et les salons d'aéroport. Il s'appelait John Grant, 28 ans, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter ici. Ce n'était qu'un détour lors d'un voyage d'affaires, une promenade côtière pour se vider la tête, mais la pluie l'avait forcé à entrer dans le café le plus proche. Il entra, épousseta l'eau de ses épaules et chercha un endroit où s'asseoir. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Chloé, trop rapidement pour la reconnaissance, et elle lui fit un signe de tête polie avant de se retourner vers son plateau. Jessica cessa de colorier. Ses yeux se fixèrent sur l'homme près de la porte. Elle le regarda fixement, son petit sourcil se fronçant, puis se détendant comme si quelque chose à l'intérieur d'elle s'enclenchait silencieusement. Elle glissa de sa chaise sans dire un mot, serrant son crayon dans une main. John trouva une place près de la fenêtre, son téléphone déjà en main alors qu'il vérifiait ses messages. Il ne remarqua pas l'enfant qui approchait. Jessica se tint à côté de lui pendant un moment, silencieuse, puis, doucement, juste assez fort pour qu'il l'entende, elle demanda « Êtes-vous mon papa ?» La tête de John se releva brusquement. Il baissa les yeux sur la petite fille, surpris, ne sachant pas s'il l'avait bien entendu. Ses grands yeux bleus scrutaient son visage, attendant quelque chose, n'importe quoi. Chloé, se dirigeant vers une autre table avec un plateau de café, entendit la voix de sa fille. Elle se retourna juste à temps pour voir Jessica debout à côté de l'étranger, puis elle entendit à nouveau les mots, un peu plus fort cette fois. « Êtes-vous mon papa ?» Le plateau glissa des mains de Chloé. Il heurta le sol avec fracas, le café se répandant sur le bois et les tasses roulant au loin. Le café se tut. Quelques personnes se tournèrent pour regarder. Chloé resta figée, le cœur battant à tout rompre, son regard fixé sur celui de John, et cette fois la reconnaissance frappa. John cligna des yeux, confus, regardant l'enfant puis la femme à travers la pièce, son sourcil froncé. Jessica leva les yeux vers lui à nouveau, penchant la tête. « Vous ressemblez à l'homme sur la photo de maman », murmura-t-elle. John ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien. Chloé prit une inspiration tremblante, les yeux écarquillés, la couleur se retirant de son visage, et dehors, la pluie continuait de tomber. Chloé ne pouvait pas bouger. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour, assourdissant tout autour d'elle. Le bruit du plateau qui tombait sur le sol, le murmure de la question de Jessica, l'expression stupéfaite de John, tout tourbillonnait autour d'elle comme un rêve qu'elle n'avait jamais pensé revivre. Elle sentit ses genoux faiblir, et puis, comme si son esprit ne pouvait plus supporter le poids du présent, le monde autour d'elle se brouilla, et elle fut ramenée dans un souvenir, à une époque où tout était différent. C'était il y a 5 ans. La lumière du soleil printanier filtrait à travers les vieilles fenêtres de l'université, réchauffant le dos des étudiants assis sur la pelouse de la bibliothèque. Chloé était assise les jambes croisées sur l'herbe, un cahier ouvert sur ses genoux, ses cheveux blonds scintillant au soleil. Elle griffonnait de la poésie en marge de son manuel lorsqu'une ombre familière tomba sur la page. C'est comme ça que les esprits brillants gaspillent leur temps, taquina John en s'asseyant à côté d'elle. Elle leva les yeux au ciel, mais sourit. C'est mieux que de te regarder t'endormir en cours d'économie. John rit, ce rire profond et facile qu'elle aimait tant. Il fouilla dans le sac à côté de lui et en sortit un petit lys blanc, le lui tendant avec un sourire presque enfantin. Pour la fille qui fait en sorte que même le silence sonne comme de la poésie, il disait toujours des choses comme ça, et même si Chloé avait grandi en apprenant à ne pas faire confiance aux belles paroles, d'une manière ou d'une autre, avec John, elle croyait chaque mot. Ils étaient inséparables. Entre les cours et les échéances, ils se sont taillés un monde à eux, un monde de ramen tardifs, de notes manuscrites et de longues promenades sous les guirlandes lumineuses qui pendaient à travers la cour du campus. John ne la traitait jamais comme quelqu'un qui avait moins, pas quand tout le monde semblait la voir uniquement comme la boursière. Avec lui, elle se sentait vue, vraiment vue, mais l'amour, aussi sincère soit-il, ne pouvait pas toujours faire taire le monde qui l'entourait. Le père de John, Richard Grant, fit connaître sa désapprobation la première fois qu'il rencontra Chloé. Il n'éleva pas la voix et n'utilisa pas de mots cruels. Il se contenta de la regarder, et dans ce seul regard, il la dépouilla de toute la valeur qu'elle pensait avoir acquise. C'est une distraction, dit-il plus tard à John, et les distractions ruinent les hommes qui sont destinés à diriger. Au début, John se défendit. Il dit à Chloé que rien ne s'interposerait entre eux, qu'il ne laisserait jamais son père dicter son avenir, mais au fil des mois, la pression augmenta. Richard orchestra une opportunité pour John de rejoindre l'équipe d'expansion européenne de l'entreprise, un rôle prestigieux, qui le préparait à reprendre éventuellement l'ensemble de l'entreprise.
C'était tout ce pourquoi son père l'avait préparé. Refuser cela signifierait brûler tous les ponts avec l'Empire Grant. Une semaine avant la remise des diplômes, John rencontra Chloé sous leur arbre préféré près de la bibliothèque. Il ne sourit pas cette fois. Je pars pour Londres dans 4 jours, dit-il doucement. Son souffle se coupa. 4 jours? Qu'en est-il de tout ce que nous avions prévu? J'ai essayé, Chloé, je te jure que j'ai essayé. Les larmes lui montèrent aux yeux. Alors c'est tout. Après tout, tu pars juste. John détourna le regard, la mâchoire serrée. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe pliée. Je t'ai écrit quelque chose, dit-il, je ne trouve pas les mots quand je te regarde. Il embrassa doucement son front, une dernière fois, puis il se retourna et s'éloigna. Chloé resta assise sous cet arbre pendant des heures, tenant la lettre, non ouverte. Le lys blanc qu'il lui avait offert autrefois avait séché entre les pages de son cahier. Elle avait cru au toujours, mais le toujours, il semblait, avait une date d'expiration. Les jours qui suivirent le départ de John se confondirent en une longue douleur. 2 semaines plus tard, Chloé réalisa que son corps était différent. Elle avait mis cela sur le compte du stress, des nuits blanches, des larmes, de la façon dont son cœur n'avait cessé de souffrir depuis qu'il était parti, mais les nausées matinales, le cycle manqué, tout cela s'additionnait à une vérité terrifiante. Elle était enceinte. La panique la saisit. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain avec le test à la main, le souffle court, l'esprit galopant. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Il n'y avait personne à appeler, aucune voix pour la rassurer. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable et tapait un courriel à John, puis un autre et un autre. Chacun plus désespéré, plus fragile que le précédent. Elle attendit des jours, puis une semaine. Toujours rien. Elle se rendit au domaine de sa famille seulement pour apprendre que les Grant étaient partis pour l'Europe. Elle essaya l'entreprise, pas de réponse. Pour le monde, John Grant avait disparu, et avec lui chaque fil de la vie qu'elle avait autrefois imaginé. Un soir, Chloé était assise seule sur son lit, les lumières de la ville clignotant à travers la fenêtre. Sa main reposait sur le bas de son ventre, pas encore visible, mais déjà si lourd de responsabilité. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle murmurait à l'enfant qu'elle n'avait pas prévu, mais qu'elle ne pouvait pas abandonner. « Tu es tout ce qui me reste de l'amour que nous avons partagé, dit-elle, et je te protégerai quoi qu'il m'en coûte. » Elle quitta l'université discrètement, ne retournant jamais sur le campus, pas de célébration, pas de toge et de mortier, pas d'adieu, juste le silence. Sans famille vers laquelle se tourner, ses parents étant décédés des années auparavant dans un accident de voiture, Chloé emballa le peu qu'elle possédait et déménagea dans une petite ville côtière où personne ne connaissait son passé. Elle trouva du travail dans un petit café, loua un modeste appartement d'une chambre au-dessus d'une vieille librairie et recommença à zéro. Quand sa fille naquit, Chloé la serra contre elle et pleura plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle la nomma Jessica d'après les lys blancs que John lui avait offert autrefois sous l'arbre de l'université, un hommage silencieux à quelque chose autrefois magnifique, même si ce n'était plus le sien. Jessica devint son monde. Au fil des années, Chloé construisit une routine. Les matins à faire des crêpes dans leur petite cuisine, les après-midi au café, les soirées remplies d'histoires au coucher et de berceuses chantées faux. Sa vie était simple, mais pleine de sens. Jessica, avec ses yeux curieux et son esprit doux, était une enfant au grand cœur. Elle posait des questions, parfois trop, et Chloé essayait toujours d'y répondre avec grâce. La question la plus difficile arriva un soir alors qu'elles étaient assises ensemble sur le vieux fauteuil, un album photo sur les genoux de Jessica. « Maman » demanda Jessica en pointant une photo fanée de John. « Qui est cet homme que tu regardes toujours ?» La gorge de Chloé se serra. Elle savait que la question finirait par arriver. « C'est quelqu'un que maman aimait autrefois, dit-elle doucement, et quelqu'un qui aimait beaucoup maman. »« Est-ce mon papa » demanda Jessica, les yeux grands et innocents. Chloé hocha la tête, les larmes aux yeux. « Il a dû aller loin, dit-elle, très loin. » Jessica cligna lentement des yeux, encaissant la chose comme seul un enfant pouvait le faire. Elle ne demanda pas pourquoi, pas encore. Chaque soir après cela, Jessica jetait un coup d'œil à la photo que Chloé gardait sur la table de chevet, la même que Chloé regardait quand elle pensait que sa fille dormait, et Chloé, bien qu'elle ait depuis longtemps appris à être forte, n'arrêta jamais de manquer ce qui aurait pu être, pas la richesse ou les rêves, mais l'amour, la sécurité, l'homme qui lui avait autrefois fait sentir qu'elle appartenait à un monde qui ne lui avait jamais tout à fait de place. Elle n'avait plus jamais eu de rendez-vous, non pas parce qu'il n'y avait pas d'offre, mais parce que son cœur refusait tout simplement de passer à autre chose. Il s'était enraciné dans un souvenir, une époque où quelqu'un la voyait pour plus que d'où elle venait. Parfois, en regardant Jessica jouer avec le soleil dans ses cheveux, Chloé pensait, tu as ses yeux, son esprit, sa force. Puis elle souriait, bien que sa poitrine lui fasse mal, et murmurait, si tu le rencontres un jour, tu le sauras parce que tes yeux reconnaîtront les siens. Et ainsi Chloé vécut tranquillement, avec amour, avec le poids de l'amour perdu, et l'espoir que peut-être, juste peut-être, la vie n'avait pas dit son dernier mot. John était assis à la table d'angle, l'esprit tourbillonnant. Les mots de la petite fille résonnaient dans sa tête comme un disque rayé. Êtes-vous mon papa? Il la regarda. Elle était retournée à sa chaise, coloriant tranquillement, mais ses yeux continuaient de dériver vers lui, curieux, cherchant, comme si elle savait quelque chose que les adultes n'avaient pas encore dit à voix haute. Il tourna son regard vers le comptoir. Chloé était là. Ses cheveux blonds étaient rentrés derrière ses oreilles, ses yeux fixés vers le bas, ses doigts serrés autour du verre dans sa main. Elle n'avait pas dit un mot, ni à lui, ni à Jessica. Elle bougea automatiquement, prit un autre verre, versa de l'eau, le plaça sur un plateau, puis elle se tourna et se dirigea vers sa table, déposant le verre sans dire un mot. Leurs mains se frôlèrent.
John se figea. Les yeux de Chloé se levèrent pendant une seule seconde, juste assez longtemps pour qu'il voie la tempête derrière eux avant qu'elle ne se détourne. Attends, dit-il doucement. Elle fit une pause, mais ne se retourna pas. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Jessica tira doucement sur la manche de John. Ma maman a une photo de vous, dit-elle. Elle la regarde tous les soirs. Elle pense que je ne vois pas, mais je vois. Le souffle de John se coupa. Elle a dit que vous étiez sa personne préférée autrefois, ajouta Jessica avant de retourner à son coloriage. La gorge de John se serra. Il regarda à nouveau Chloé, vraiment la regarda. Le subtil tremblement dans ses doigts, le poids dans sa posture, le silence autour d'elle qui avait autrefois été rempli de rire. Puis il se leva lentement. Chloé, dit-il, sa voix tremblant. Est-ce vraiment toi? Elle se tourna vers lui, leurs yeux se croisant pendant un battement de cœur. Les années disparurent. Le café, la pluie, la distance disparurent. C'était juste comme avant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle eut du mal à parler. Oui, murmura-t-elle. C'est moi. Le silence s'étira entre eux. Chloé finit par baisser les yeux sur Jessica, puis traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle. Jessica, dit-elle doucement, tu te souviens quand tu m'as posé des questions sur ton papa? Jessica hocha la tête. Chloé regarda à nouveau John. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient fermes. Voici ton papa, John. C'est ton père. L'air sembla se figer. John recula légèrement, la vérité le frappant avec plus de force qu'il ne s'y attendait. Il regarda de Chloé à Jessica, vit les yeux, la courbe des joues, la force tranquille dans les deux. Tout était là. Jessica pencha la tête. C'est vraiment vous? John s'assit lentement sur la chaise, les genoux faibles. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer au-delà du poids soudain et accablant dans sa poitrine. Il avait manqué tellement de choses. 4 ans, son premier sourire, ses premiers pas, ses premiers mots. Il avait une fille, et il ne l'avait jamais su. De l'autre côté de la table, Chloé le regardait, le visage pâle, pas en colère, juste fatigué et triste. Finalement, John trouva sa voix. Tu ne m'as jamais rien dit, dit-il, à peine plus qu'un murmure. Ses lèvres tremblèrent. J'ai essayé. Cette simple réponse frappa plus fort que tout le reste. Il baissa à nouveau les yeux sur Jessica, toujours en train de colorier, toujours en train de le regarder du coin de l'œil, puis leva les yeux vers Chloé, quelque chose changea entre eux, pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance, une vérité qui ne pouvait plus être ignorée, un commencement auquel aucun d'eux ne s'attendait. Le café avait fermé pour la nuit. Dehors, la pluie s'était transformée en une douce bruine, laissant les rues lisses et scintillantes sous la faible lueur des lampadaires. À l'intérieur, l'odeur du café persistait encore. Les chaises étaient retournées et le sol avait été balayé. Chloé se tenait dans l'étroite cuisine à l'arrière, les bras croisés serrés sur sa poitrine, fixant le sol carrelé. Son cœur n'avait pas ralenti depuis qu'elle avait dit la vérité à John. Elle l'entendit derrière elle, mais ne parvint pas à se retourner. John était appuyé contre le comptoir, sa veste drapée sur un tabouret, les manches retroussées. Aucun d'eux ne parlait. Les seuls sons étaient le bourdonnement du réfrigérateur et les doux craquements des vieilles tuyauteries. Finalement, il rompit le silence. Je ne savais pas. Chloé laissa échapper un rire amer. Tu ne savais pas? Je t'ai écrit, je t'ai envoyé des dizaines de courriels. Je suis allé chez toi, à ton bureau. Tu as disparu. Son sourcil se fronça. Mon père, il fit une pause, puis essaya à nouveau. Il avait tout fait passer par son bureau quand je suis parti. Mon téléphone, mes courriels, mon courrier, filtré. Il a dit que c'était pour la sécurité pendant que j'étais en Europe, mais en réalité, il m'a coupé de tout le monde en dehors de l'entreprise. Quand je t'ai demandé, il a dit que tu étais passé à autre chose. Il s'est assuré que je ne puisse pas te joindre. Les bras de Chloé se croisèrent plus fort. Je pensais que tu avais choisi de nous quitter, je pensais que tu savais et que tu t'en fichais. Je le jure, dit John, sa voix se brisant. Je ne savais pas. Si j'avais su. Dieu, Chloé, si j'avais su, il passa une main dans ses cheveux. J'avais 23 ans. Je ne savais pas comment le combattre, mais j'ai essayé de te trouver. J'ai demandé à tout le monde. Tu étais juste parti, les larmes lui montèrent aux yeux. Je n'étais pas parti, murmura-t-elle. J'étais juste la seule, à t'attendre. Il fit un pas en avant, mais ne la toucha pas. Je suis désolé, dit-il doucement, pour tout ce que tu as traversé. Chloé secoua la tête, essuyant son visage. Le désolé n'annule pas 4 ans. Il n'empêche pas Jessica de demander où est son père. Au son de son nom, ils levèrent tous les deux les yeux. Jessica était endormie sur un banc, sa tête reposant sur la veste de John. Elle avait rampé sur ses genoux plus tôt et s'était endormie avant même qu'il ne commence à parler. Maintenant, elle dormait paisiblement, une petite main rentrée sous sa joue. John se dirigea vers elle et s'assit à côté d'elle, la tirant doucement sur ses genoux. Il la tenait doucement, écartant une boucle de ses cheveux de son front. Elle est si petite, murmura-t-il. Si parfaite. Chloé le regarda, sa poitrine se serrant. Pour la première fois depuis son retour, elle ne vit pas l'homme qui était parti, mais celui qui aurait pu rester, celui qui tenait leur fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. John leva les yeux vers elle, les yeux humides. Je ne veux plus vous perdre ni l'une ni l'autre. J'en ai assez manqué. Il sortit une carte de visite de sa poche. Au dos, il griffonna une seule ligne en écriture soignée. Je ne veux plus jamais te perdre. Il la posa sur le comptoir à côté d'elle.
Puis, dans sa mallette, il sortit un petit ours en peluche, doux, de couleur crème avec un ruban rouge. Il le plaça doucement à côté de Jessica. Il avait l'air comiquement petit dans sa main. Elle pourra la voir quand elle se réveillera, dit-il doucement. Chloé ne parla pas. Elle fixa la carte et l'ours, les bras toujours croisés, mais quelque chose en elle changea juste assez, comme une porte qui s'ouvrait lentement. John tint Jessica près de lui, son pouce caressant ses cheveux. La cuisine se tut à nouveau, mais ce silence n'était pas vide. On avait l'impression que quelque chose attendait de commencer. John ne partit pas le lendemain, ni le jour suivant. Au lieu de cela, il prolongea son séjour sous prétexte d'examiner les investissements régionaux, alimentant juste assez de jargon d'entreprise pour justifier son absence auprès du conseil d'administration. En vérité, il n'avait aucune affaire dans cette ville côtière endormie, à l'exception de celle inachevée qui se trouvait en plein cœur de son cœur. Chaque matin, John retournait au café. Il arrivait juste après l'ouverture, retroussait ses manches et demandait à Chloé, toujours doucement, sans jamais présumer, si elle avait besoin d'aide. Au début, elle hésita, mais il persista de la plus petite des manières, empilant les chaises, essuyant les tables, charmant même les habitués les plus grincheux avec une conversation facile et un don surprenant pour se souvenir de la commande de café de chacun. Il se rendit utile. Plus important encore, il se rendit présent. Après l'école, il raccompagnait Jessica à la maison, sa petite main agrippant fermement son doigt alors qu'elle lui parlait de la collation et des couleurs de peinture et du méchant garçon qui lui avait volé sa colle. Ils firent des puzzles ensemble. Il lui lut des histoires au coucher, et une fois, dans un moment qui les surprit tous les deux, elle grimpa sur ses genoux sans demander. La ville le remarqua. Les clients chuchotaient derrière les menus. La jeune serveuse riait. Le vieil homme qui venait tous les jeudis avec un mot croisé le dit à voix haute. Cet homme a l'air d'un père qui finit par rattraper le temps perdu. Chloé entendait tout et elle regardait. Elle regardait John depuis la porte de la cuisine alors qu'il attachait un tablier pour la 5e fois cette semaine, elle le regardait s'accroupir pour attacher les lacets de Jessica, elle regardait comment il ne forçait jamais trop, ne demandait jamais un espace qui n'était pas librement donné. Pourtant, une partie d'elle restait sur ses gardes jusqu'à l'après-midi. La fièvre est arrivée. Cela a commencé par une toux, puis Jessica s'est tue, appuyant sa joue contre la table, disant qu'elle se sentait flotter. Chloé s'agenouilla à côté d'elle, la panique montant alors qu'elle touchait le front de sa fille, brûlant de chaleur. Je dois l'emmener à l'hôpital, murmura Chloé, le cœur battant à tout rompre. Mais je n'ai pas la voiture et les bus. John était déjà en train d'enlever sa veste. Donne-la-moi. Quoi? Maintenant, Chloé? Elle hésita pendant une seule seconde avant de soulever Jessica dans ses bras. John enleva son gilet, l'enroula autour d'elle comme une couverture et jaillit à travers les portes du café dans la tempête. La pluie était revenue avec vengeance, mais il ne ralentit pas. Il courut. Jessica se serra contre sa poitrine, les chaussures trempées, le souffle lourd, la détermination gravée dans chaque ligne de son visage. À l'hôpital, il donna des instructions à la réceptionniste, puis appela son médecin personnel pour qu'il les rencontre. Chloé arriva quelques minutes plus tard, trempée et tremblante. Au moment où elle atteignit la chambre, Jessica se reposait sur le lit d'hôpital, les joues rouges, son petit corps englouti par des couvertures, et à côté d'elle, toujours dans sa chemise trempée, était assis John, sa grande main enroulée doucement autour de la sienne. Il lui racontait une histoire d'une voix basse et apaisante, quelque chose à propos d'un ours qui s'était perdu, mais avait retrouvé sa famille. Il sourit, mais Chloé vit le tremblement dans sa mâchoire, l'inquiétude derrière chaque mot. Jessica bougea légèrement, murmurant quelque chose. John se pencha, embrassa son front. Papa est là maintenant, murmura-t-il. Je ne partirai plus jamais. Chloé resta figée dans l'encadrement de la porte. Quelque chose s'ouvrit en elle. Pas de chagrin, pas de colère. Ceux-ci avaient creusé leur place il y a longtemps. Non, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, un souvenir de qui il avait été et une vision de qui il pourrait devenir. John leva les yeux, leurs yeux se croisèrent. Je suis désolé, dit-il, la voix stable, mais pleine, de ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. Mais si tu me le permets, je ne manquerai plus un seul moment. Chloé s'avança lentement, les yeux ne quittant jamais les siens. Elle prit une serviette, la pressa doucement contre le front de Jessica, puis, sans dire un mot, posa son autre main sur l'épaule de John. La plus petite des touches, mais elle disait tout. Le lendemain matin, John était déjà dans la cuisine quand Chloé et Jessica descendirent. Il était debout à la cuisinière en train de faire des crêpes, les mêmes crêpes à la cannelle dont Chloé raffolait à l'université. Jessica grimpa sur son tabouret avec un sourire endormi, toujours pâle, mais en train de se rétablir. John plaça une assiette devant elle. Test gustatif, chef. Jessica prit une bouchée, les yeux s'illuminant. Papa fait les meilleures crêpes, déclara-t-elle. Chloé rit, doucement, soudainement, sans filtre, et puis les larmes vinrent, non pas de tristesse, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Du soulagement, de l'espoir et peut-être le début d'un foyer. Le rythme paisible qu'ils avaient construit ne dura pas longtemps. C'était un samedi matin quand la voiture noire élégante s'arrêta devant le café. Chloé remplissait les pots à sucre quand la porte s'ouvrit brusquement et un grand homme dans un manteau coûteux entra, sa présence jetant une ombre sur l'espace joyeux. Richard Grant, le père de John, Chloé le reconnut instantanément. Plus âgé qu'elle ne se souvenait d'une photo que John lui avait montrée autrefois à l'université, mais indéniablement puissant. Ses yeux scrutèrent la pièce, perçants et calculateurs, avant de se poser sur elle. Il fit un signe de tête polie et tendue, puis se tourna quand John entra de la cuisine arrière. Ils se regardèrent pendant un long moment, puis Richard dit « Nous devons parler ». Plus tard ce jour-là,
John était assis dans la salle de réunion de l'entreprise de sa famille, entouré de cadres en costume sur mesure. Son père était debout à la tête de la table, les bras croisés. Je t'ai donné du temps, dit Richard. Je t'ai laissé disparaître dans le petit fantasme de ville dont tu avais besoin pour faire le point, mais il est temps de revenir. Je n'ai jamais quitté l'entreprise, répondit calmement John. Les opérations ont continué. Le conseil d'administration est satisfait. Le conseil d'administration n'a pas d'importance, lança Richard. Ce qui compte, c'est ton héritage, ton avenir, et elle, sa voix devint méprisante, n'y appartient pas. John se leva, le poids de 4 ans pesant sur sa colonne vertébrale. Tu parles de la mère de mon enfant, dit-il. C'est une serveuse, railla Richard. Une mère célibataire. Penses-tu que les actionnaires te respecteront si cela devient ta réalité? La voix de John s'éleva, non pas de colère, mais de certitude. Alors qu'il s'en aille. Que l'argent s'en aille. Je ne troquerai pas ma famille contre une entreprise. Tu jettes tout ce que j'ai construit pour toi, mon Dieu. Non, dit John. Je me dirige vers quelque chose dont je suis enfin fier. De retour dans le petit appartement au-dessus de la librairie, Chloé était assise à la table de la cuisine, serrant le bord d'une note qu'elle avait trouvée dans la poche de la veste de John, une note avec le nom de la réunion du conseil d'administration et l'adresse du siège de l'entreprise. Elle n'avait pas l'intention de la lire, mais maintenant qu'elle l'avait fait, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il la choisissait, elle, et cela la terrifiait. Jessica était dans l'autre pièce en train de construire un château avec des oreillers. Chloé la regarda, le cœur déchiré. John abandonnait tout, son nom, son héritage, son legs, et c'était pour elle, mais elle ne pouvait pas le laisser tout perdre, pas à cause d'elle. Cette nuit-là, après que Jessica se fut endormie, Chloé s'assit avec un stylo et du papier. Son écriture tremblait alors qu'elle écrivait, « John, tu m'as donné plus que je n'aurais jamais rêvé en revenant, mais je ne peux pas te laisser tout perdre pour nous. Je t'aime trop pour te voir brûler ta vie. Peut-être que dans une autre vie, nous aurions pu avoir les deux, mais pas dans celle-ci. Sache que je ne cesserai jamais d'être reconnaissante pour ce que tu as donné à Jessica. Je l'emmène dans un endroit où elle ne sera pas la raison pour laquelle son père perd tout. » Elle plia la lettre avec des doigts tremblants et la laissa sur la table de la cuisine à côté de la photo de 3 prises il y a quelques jours à peine. Puis elle prépara un petit sac, souleva Jessica dans ses bras et se faufila doucement dans la nuit. La ville dormait encore. La pluie avait cessé, mais pour John, quand il rentra à la maison et trouva la note, il eut l'impression que la tempête venait de commencer. John chercha partout. Il conduisit de ville en ville, interrogea des étrangers aux arrêts de bus, appela tous les hôpitaux, tous les amis, toutes les personnes qui auraient pu voir Chloé et Jessica. Les jours passèrent sans sommeil. La batterie de son téléphone mourut plus d'une fois à cause de son utilisation constante. Il garda sa lettre dans la poche de son manteau, usée au coin, la relisant encore et encore comme si elle pouvait soudainement prendre sens. Il refusait de croire qu'elle était partie pour toujours. Un matin, juste au moment où le soleil perça une semaine de nuages, il se souvint d'un endroit, un petit jardin caché derrière le campus universitaire, à moitié sauvage et souvent oublié. C'était leur secret à l'époque, un havre de couleur et de silence, où il s'asseyait sous les glycines et rêvait de choses qu'il n'aurait jamais pensé perdre. Il conduisit directement là-bas et la voilà. Chloé était assise sur un banc usé, ses cheveux attachés lâchement, les mains posées sur ses genoux. Jessica était à proximité, chassant un papillon pieds nus dans l'herbe. La vue fit s'arrêter John. Pendant un moment, il se contenta de regarder mère et fille dans la lumière du petit matin, comme une peinture qu'il avait autrefois imaginée, mais qu'il n'avait jamais pensé revoir. Chloé se tourna, sentant quelqu'un derrière elle. Quand elle le vit, son visage s'effondra. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse parler. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne pouvais pas te laisser tout abandonner pour moi. Je pensais te protéger. » John s'approcha, secouant la tête. « Tu n'es pas un fardeau, Chloé. Tu ne l'as jamais été. » Elle baissa les yeux, essuyant son visage avec des doigts tremblants. « Tu avais une vie, un avenir. Je ne voulais